Merci pour votre constante fidélité à Chérif La Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'information de ce jeudi 8 novembre 2018. Le ministre des Transports a fait le tour des patrimoines ferroviaires, à commencer par la gare du chemin de fer de Bamako, en passant par l'hôpital Gabriel Touré jusqu'à Koulikoro. Cette inspection qui a eu lieu ce jeudi 8 novembre entre dans le cadre de la politique de l'État malien consistant à la mise en marche des trains. Le ministre constatera que tout ceci est un manque à gagner dans l'économie nationale qui pourra prendre en charge les cheminots. Reportage avec nos envoyés spéciaux à Koulikoro, Mohamedou Ben Chérif Soumano et Draman Mali. Déterminé à remettre le train sur les rails, cette visite de terrain du ministre des Transports a pour objectif de faire un état des lieux dans le domaine du chemin de fer et d'évaluer les manques à gagner afin de trouver une solution durable pour la bonne marche du chemin de fer. Toute chose qui concourt au bonheur des populations et l'apport consistant dans l'économie du pays. Le patrimoine ferroviaire, vous voyez que c'est intéressant. Ça a été attaqué de part et d'autre. Vous avez vérifié à partir de la direction générale de l'ancienne DBF jusqu'à Koulikoro. Vous avez vu tous ces magasins qui ont été bâtis sur le patrimoine ferroviaire, ces maisons qui ont été construites. Donc nous avons reçu instruction des plus fortes autorités de la République de faire siffler les trains de Dakar jusqu'à Bamako. La deuxième étape de cette visite de terrain aura lieu le 19 novembre prochain, nous confie le ministre en charge du département des transports. C'est le tronçon Bamako-Diboli qui sera concerné. Tout cela afin de faire un constat minutieux avant le financement dans le secteur du transport ferroviaire. Nous avons commencé aujourd'hui par Bamako. Le 19, nous allons partir de Bamako jusqu'à Diboli. Même si c'est à pied, nous allons au moins marcher sur les rails de Bamako jusqu'à Diboli pour connaître les réalités du tracé initial des rails avant de mettre au moins les locomotives là-dessus. Et c'est ce qui va être fait. Les dispositions vont être prises pendant 10 jours pour que nous puissions effectuer ce voyage-là. Vous-même, vous avez vu comment les gens ont occupé le patrimoine ferroviaire. Un patrimoine aussi important. De Bamako à Koulikoro, nous en avons pour plus de 60 milliards de patrimoine foncier entre Bamako et Koulikoro, qui ont été envahis par les gens. Des magasins qui ont été construits et on ne sait pas par qui, et les locations qui sont ici, quand même, on ne sait pas à qui, au moins on les paye. Donc réellement, les dispositions vont être prises. Le train ira de Dakar jusqu'à Koulikoro. Jusqu'à Koulikoro. Tout bâtiment construit à 15 mètres de part et d'autre des rails sera détruit sans indemnisation. Et les dispositions vont être prises. On ne peut pas investir sans voir de visu, et c'est pourquoi je me suis déplacé moi-même pour vous montrer tous les dégâts qui ont été commis. Vous avez vu de l'hôtel Les Hirondelles en allant vers le dépôt Star Oil ou dépôt mobile qui est devenu par la suite dépôt Star Oil. Il n'y a pas un seul mètre de rail. De Boulkasumbougou jusqu'à Koulikoro, il n'y a pas un seul mètre de rail. Ils ont tout enlevé, ils ont tout vendu. Et certains s'y sont installés. Le tracé initial est connu, les documents sont là et nous allons reprendre le tracé initial, faire déguerpir les gens.
Notons que cette visite de terrain a aussi été un véritable exercice gymnastique pour le ministre qui a marché près de 15 km histoire de prouver sa détermination à entendre siffler à nouveau le train et ce pour toujours. C'était avec la voix d'Amadoun Diallo, vivement la reprise effective du chemin de fer. Les opérations du DDR, désarmement, démobilisation et réinsertion, sont entamées il y a quelques jours de cela au nord du Mali. L'annonce a été faite par nos plus hautes autorités en début de semaine. Que pensent les Maliens de ce processus? Élément de réponse avec Amadoun Diallo et Samba Traoré. Les autorités maliennes ont annoncé en début de semaine que le démarrage du DDR, désarmement, démobilisation et réinsertion aura lieu dans quelques jours. Au dire du gouvernement, tout est fin prêt pour lancer le processus. Conformément à l'accord et au décret de création, cette structure est composée par toutes les parties signataires qui y sont représentées, c'est-à-dire la plateforme, la CMA et la partie gouvernementale. Comment? Maintenant, l'État a une politique pour ça. Et cette réinsertion est une obligation. Parce que quand on désarme des gens, on ne peut pas les laisser dans la rue. Leur réinsertion dans l'armée nationale, dans les services publics, c'est une obligation pour l'État. C'est normal. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de paix tant qu'il n'y a pas de désarmement. L'État a accepté beaucoup de choses. L'État a fait des sacrifices. L'État a signé l'accord sur beaucoup de points sur lesquels l'État n'est pas d'accord. Mais un accord, c'est un accord. Ce qui va permettre, je pense, d'apaiser en tout cas la tension, le climat dans une partie du territoire. Parce que, si je dis une partie du territoire, aujourd'hui, force est de reconnaître que entre le moment où il y a eu la création, c'est-à-dire la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, il y a eu également d'autres évolutions dans le centre qui aussi existent des groupes armés au centre. Donc je pense qu'il est important. C'est vrai que l'accord ne prend pas en compte ces djihadistes ou en tout cas cette partie du centre, n'est-ce pas, du pays. Et il est important d'en tenir compte dans le cadre d'un arrangement, je crois, additionnel. Les portes du programme DDR seront ouvertes pour tous les Maliens dans les régions nord qui seront désireux de rendre volontairement leurs armes. Alors l'État malien aussi a le devoir et l'obligation de mettre en œuvre l'accord signé. La mise en œuvre, c'est quoi? C'est la démobilisation, c'est la réinsertion, c'est le désarmement. Et si aujourd'hui c'est commencé, on ne peut que féliciter la République du Mali, on ne peut que féliciter les responsables chargés de ces questions-là pour que la normalisation puisse venir et que l'État puisse exercer son plein pouvoir sur tout le territoire. Force est de reconnaître aujourd'hui que ce processus, en tout cas le chronogramme, n'a pas été respecté. Tout le monde est d'accord. C'est pour cela que je pense que le CSA, qui est le comité de suivi de l'accord, avec la communauté internationale et le gouvernement, ont décidé d'accélérer ce processus pour que du 5 au 30 novembre, on puisse arriver à, n'est-ce pas, au DDR. Et je pense que et après 1600 combattants qui ont été identifiés et répertoriés, et cette liste existe, et je pense qu'il est important d'accélérer ce processus. Si certains restent optimistes quant à la mise en œuvre effective du DDR, d'autres critiquent le processus. Pour moi, DDR réinsertion, ça ne peut aboutir à rien. Parce que depuis 1992, on est en train de réinsérer les rebelles, mais ça ne sert à rien. On les réinsère, après ils vont partir prendre encore des armes contre les Maliens encore. Moi, je crois que ça va aboutir à rien encore. Pour recruter dans l'armée, nos enfants sont en train de faire des rangs toute la nuit devant les casernes pour qu'ils soient recrutés, mais on prend les rebelles et gratuitement pour les insérer dans l'armée. Moi, je crois que c'est injuste. Je crois que ça ne sert à rien, pour ma part.
Rappelons que sur les 24 sites de cantonnement proposés, 21 ont été évalués, dont 17 sites déjà validés par la commission technique de sécurité dirigée par la MINUSMA. Parmi ceux-ci, 3 premiers, dont Likrakar dans la région de Tombouctou, Fafa dans la région de Gao et Inagar, région de Menaka. Depuis un certain temps, les autorités angolaises ont entamé une vague d'expulsion des étrangers, singulièrement des Africains vivant sur leur territoire. Un acte qui fait vraiment grincer les dents de plusieurs personnes qui pensent que ce dossier mérite une analyse minutieuse des chefs d'État africains pour une solution définitive à cette crise. On fait le point avec Samaïra Sanoko et Baba Keïta. Chasser des Africains de l'Europe est devenu très courante, mais les chasser d'un pays frère du continent est vraiment incompréhensible. C'est le calvaire des aventuriers noirs vivant en terre angolaise depuis un certain temps. Cette situation est inadmissible puisqu'elle fragilise davantage l'idéologie de l'intégration africaine. Vous savez, nous sommes dans un monde de plus en plus où chaque continent est dans une dynamique d'intégration. Chaque continent est en train de s'organiser en son sein pour faire face aux défis continentaux. Donc de ce fait que ce soit en Afrique, en Europe, en Asie, en Océanie, chaque continent a intérêt aujourd'hui de s'unir pour aller ensemble, comme je le disais, faire face aux défis continentaux. Donc de ce fait, en Afrique ici, nous avons intérêt, nous avons même l'obligation de faire un accent particulier sur cette intégration. Ça a commencé depuis belle lurette. Chaque chef d'État qui vient essaie de faire le maximum de son mieux aussi. Qui parle d'intégration parle d'abord de la suppression des frontières au niveau des territoires. Et qui parle d'intégration parle aussi de mettre ensemble les économies. Donc nous les Africains, nous devons mettre un accent particulier sur cette intégration pour quand même faire face au reste, j'allais dire au reste du monde. Le continent rêve d'une Union africaine dans le souci de booster son économie. Pour porter haut ces projets, les chefs d'État africains doivent se mobiliser autour de ce dossier angolais. S'il y a des expulsions des Africains sur le territoire africain, de mon point de vue, c'est inadmissible. Et ça porte un coup dur à l'intégration qui est portée par chaque État au niveau de l'Afrique. Donc le cas de l'Angola, les rumeurs ont beaucoup circulé. Et aujourd'hui, nous avons des preuves palpables, c'est avéré. C'est une pure réalité. Sans trop abuser, je dirais que c'est ignoble. Ce n'est pas du tout responsable que les Africains chassent les frères africains du même continent d'une certaine façon barbare. C'est inadmissible. Donc je pense que les chefs d'État africains, de l'Union, surtout l'Union africaine, doivent saisir du dossier pour trouver une solution rapidement à ces genres d'extraction au niveau de l'Afrique. En attendant une accalmie de cette situation douloureuse qui coupe le sommeil à plusieurs personnes, le gouvernement malien multiplie les actions en vue de trouver les voies et moyens pour un retour de ses fils. Voilà, on fait le point de l'actualité africaine et internationale avec Amadou Diarra. L'Union africaine a fixé à 2018 le délai pour la suppression des exigences de visa pour tous les citoyens africains dans tous les pays africains. La politique de libre circulation des personnes et des passeports africains a été adoptée par l'Union africaine lors de la 27e session ordinaire tenue à Kigali au Rwanda en juillet 2016. Les États africains devaient adopter le passeport africain et travailler en étroite collaboration avec la Commission de l'UEA pour faciliter sa délivrance au niveau national sur la base des dispositions politiques internationales, continentales et nationales, ainsi que de la conception et des spécifications continentales. Un rapport récent de l'UEA a révélé que les Africains peuvent voyager sans visa dans seulement 22% des pays africains. À ce jour, les Seychelles sont le seul pays où les voyages sans visa sont ouverts à tous les Africains ainsi qu'aux citoyens de tous les pays comme cela a toujours été le cas. Néanmoins, un certain nombre de pays ont légèrement assoupli leurs règles en matière de visa.
En République du Gabon, les spéculations vont bon train au sujet de l'hospitalisation du président Ali Bongo. Le journal Le Monde a fait une importante révélation hier à Paris. Selon plusieurs sources dignes de foi, Ali Bongo a subi un AVC, un accident vasculaire cérébral, peu de temps après son arrivée à Riyad le mercredi 24 octobre, affirme le journal. Quelle en est la gravité? Quelles en seront les éventuelles séquelles? Il est encore trop tôt pour le dire. Il a été opéré pour nettoyer le saignement et maintenu en coma artificiel. Pour l'instant, on attend, relate sous couvert d'anonymat une personnalité familière du palais du bord de mer à Libreville. Dimanche 28 octobre, rappelle toujours Le Monde, alors que tout le Gabon bruissait de rumeurs. Le porte-parole de la présidence avait rompu le silence en évoquant lors d'une intervention télévisée un malaise consécutif à une fatigue sévère due à une très forte activité ces derniers mois. Par ailleurs, poursuit toujours Le Monde, selon la lettre du continent, publication spécialisée et généralement bien informée sur les arcanes des présidences africaines. Depuis cette défaillance du président, une troïka a été mise en place pour assurer la continuité de l'État. Au Sénégal, les soutiens de Khalifa Sall essayent désormais de donner une résonance internationale au sort de l'ex-maire de Dakar, condamné en appel à 5 ans de prison et à une amende de 5 millions de francs CFA pour escroquerie sur des deniers publics. Ses avocats ont donné ce mercredi une conférence de presse à Paris pour sensibiliser l'opinion publique sur ce qu'ils estiment être un procès purement politique qui vise, selon eux, à briser la carrière politique de leurs clients à quelques mois de l'élection présidentielle prévue le 24 février 2019. Les avocats de Khalifa Sall en sont convaincus. On assiste à un premier tour judiciaire qui vise, selon leurs mots, à éliminer les candidats qui constituent un danger. Plusieurs porte-voix ont été constitués auprès de la Cour suprême et du Conseil constitutionnel. Mais les conseils de Khalifa Sall redoutent que l'agenda politique, avec notamment la publication prochaine des listes des candidats à la présidentielle, ne prenne le pas sur le dossier. Le prince de Galles conclut ce jeudi une mini-tournée ouest-africaine qui l'a conduit en Gambie, au Ghana et enfin au Nigeria. Dans le géant démographique et poumon économique de la région, le prince Charles a voulu honorer une des spécificités du pays, le pidgin. Il est l'un des gardiens du patrimoine britannique et du très respecté Queen's English. Mais au Nigeria, où il se trouve depuis ce mercredi dans le cadre d'une tournée ouest-africaine du Commonwealth, le prince Charles a voulu s'essayer au pidgin lors d'une visite à Lagos, capitale commerciale du pays. Comment allez-vous en pidgin, a-t-il demandé au parterre des personnalités politiques, culturelles et économiques venues l'écouter, leur indiquant qu'il était heureux de retourner à Lagos. J'ai du mal à croire que près de 30 ans se sont écoulés depuis que je suis arrivé pour la première fois dans cette ville, a-t-il ajouté dans un discours prononcé devant la résidence du haut-commissaire britannique. Le prince Charles a donc conclu ce jeudi sa tournée en Afrique de l'Ouest, dont les fonds baptismaux sont la consolidation des partenariats avec cette partie de l'Afrique en vue d'affronter avec sérénité la période post-Brexit. Et enfin, aux États-Unis, au moins 12 personnes ont été tuées lors d'une fusillade mercredi soir dans un bar-discothèque du sud de la Californie. Le tireur est mort, mais on ignore encore s'il a retourné son arme contre lui ou s'il a été tué par les policiers. Un nombre indéterminé de blessés ont été admis dans plusieurs hôpitaux de la région. Les faits se sont déroulés au Borderline Bar and Grill, dans la localité de Thousand Oaks, banlieue résidentielle de Los Angeles, où se tenait une fête d'étudiants à laquelle plusieurs centaines de jeunes devaient prendre part, selon un capitaine de police. L'identité du tireur et ses motifs restent indéterminés, mais plusieurs témoins qui se trouvaient dans le Borderline Bar and Grill ont décrit un homme en manteau noir, barbu et tenant une arme de poing de gros calibre. Selon le Los Angeles Times, citant un responsable des services de sécurité, au moins 30 coups de feu ont été tirés. Voilà ce qui met fin à cette édition d'information qui a été préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur Chérif La Télévision. Au revoir.